Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Dans la Tech, le podcast où on partage ce qui nous fait vibrer ou pas dans le dev, le cloud et le DevOps. Et du coup, on se retrouve toujours avec mes deux acolytes préférés pour parler d'un nouveau sujet aujourd'hui, un sujet tech. Et pour cela, j'accueille comme toujours Mathieu. Mathieu, comment tu vas? Salut, ça va super et toi? Moi, ça va très bien. Les fêtes de fin d'année se rapprochent. Il fait plus trop chaud dehors. Moi, c'est un temps que j'aime plutôt bien, donc je suis content. Et toi, Maxence, comment ça va? Très bien aussi, je mange mon petit chocolat tous les jours, donc c'est-à-dire que ça se rapproche tout doucement et à grands pas. Les calendriers de l'avant. On est tous des grands enfants, j'en ai un aussi. Ah, moi, il y a même le chat qui en a un, mais bon. Donc, du coup, on se retrouve dans cette ambiance de fin d'année pour parler d'un petit sujet avant de vous laisser fêter, la fin d'année, Noël et tout ce qui s'ensuit, et de profiter de tout ça. Et on va parler je dis d'un petit sujet, mais c'est un sujet qui peut être assez gros quand même. C'est tout simplement le choix d'architecture, on va dire, ou d'organisation plutôt du code, que ce soit d'infrastructure ou de développement. Est-ce que vous êtes plutôt monorepo ou multi-repo, ce qui est, on va dire, j'ai l'impression en tout cas, ce qui est le plus répandu aujourd'hui. Du coup, vous, est-ce que déjà vous avez un choix tranché? Est-ce que vous êtes en mode, ça dépend, si c'est bien fait, les deux me vont, ou est-ce que vous avez un avis un peu plus tranché que ça, Maxence? Si tu ouvres la porte du si c'est bien fait, je peux accepter les deux, mais mon choix par défaut va être pratiquement tout le temps le monorepo. Ouais, et moi, si je devais répondre, alors j'ai une expérience quasi exclusive en multi-repo, et je pense que dans certains cas c'était une erreur et que le monorepo aurait été plus simple. Même pas, j'irais même un peu plus loin en disant, un cer- peut-être une majorité de cas. En fait, commence à regretter dans un certain nombre de cas le multi-repo. Et toi, Damien? Moi, j'avoue que j'ai un peu connu des deux. J'ai l'impression que le monorepo, ça marche bien. Mais ça demande d'être très organisé sur certains points entre les différentes équipes et autres. Et c'est pas toujours possible et ça demande, on va dire, une certaine organisation, une certaine discipline que j'ai rarement vu, on va dire, correctement. Et ça bloque aussi un peu les choix aux différentes équipes. Ça, après, c'est une autre question au niveau de l'autonomie des outils. Par exemple, est-ce que tu veux que les équipes de dev ou les deux équipes d'ops, ou en tout cas que les équipes puissent avoir différents types de CI, etc. Parce que très rapidement, en fait, ça devient dur de gérer et de laisser de la latitude là-dessus. Mais, euh, mais j'ai eu des bonnes expériences avec les deux, j'ai eu des mauvaises avec les deux. Donc, pour le coup, je pense que comme tout, ça va beaucoup dépendre de la manière dont c'est fait. Et tiens, tu parlais de situation, Mathieu, où tu disais que on n'aurait pas dû faire du multi-repo et un mono-repo aurait été plus adapté. Parce que je sais pas, ce que tu peux du coup nous en dire plus et pourquoi tu penses ça avec le recul que tu as eu sur ces situations? Ouais, alors bien sûr, quand on dit monorepo, on peut aller très loin, parce que est-ce qu'on met tout, vraiment tout dans un seul repo, ou est-ce qu'on cloisonne un peu, par exemple, un repo pour le code, un repo pour l'infra, un repo, voilà, par grand scope, on va dire. On pourra en discuter un peu. Et j'ai déjà parlé de l'infra. Si ça tombe bien, on travaille tous les trois dans l'infra ici. Et je recommence à me dire que, par exemple, pour du Terraform, quelque chose qu'on discutait dans le podcast précédent d'ailleurs, aujourd'hui je fais énormément de multi-repos. C'est très compliqué à gérer, notamment parce que ça demande ben, toute une logique, on va dire, pour aller chercher de la donnée, des data sources, des remote states, etc. Les upgrades de plugins ou de versions de Terraform sont un enfer. C'est même dur en fait de savoir certaines ressources partagées où les mettre. En fait, des fois, on a l'impression qu'elles vont, en fait, ça appartiennent à deux repos, mais bon, il faut bien les mettre à un seul endroit. C'est vraiment là, en fait, dans le monde de l'infrastructure, où je pousserai peut-être du monorepo, c'est sur la partie infra as code. Voilà, c'est là où j'ai des gros points de douleur, moi, aujourd'hui, sur la partie infra. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah, déjà, je pense que, comme tu disais, il y a des visions différentes de monorepo. T'as le monorepo version Google et je crois que Microsoft aussi a un peu le même fonctionnement, qui est vraiment un gros guide, tu fous tout dedans, et puis ils ont réécrit du tooling au-dessus parce que tu vas pas aller recloner des trucs qui pèsent potentiellement plusieurs téras chez toi. Donc en fait, ils ont tout un layer au-dessus
qui retransforme ça complètement. Donc là, on est vraiment dans le truc poussé à l'extrême. Moi, je suis plutôt monorepo, mais plutôt par langage. Typiquement, avoir un monorepo Node, un monorepo Go, un monorepo Rust, etc. pour que tu puisses facilement te partager enfin, des libs, des bouts de code, etc. Et que CI, tooling, etc. tout soit unifié. Et pareil, un monorepo, enfin, côté infra, j'ai pratiquement fait toujours que ça. Principalement parce que moi, ça me saoule de devoir aller sur 40 millions de repositories différents pour suivre les PR, etc. C'est vite un enfer. Et là, au moins, je sais que j'ai un repo qui s'appelle Infra, et il y a tout dedans, il y a toutes les PR dessus, et si j'ai besoin d'intervenir et de faire une PR qui va modifier à la fois le Terraform et à la fois, je sais pas, une définition cube ou un secret, bah, je peux tout faire en une seule fois. Et j'ai pas besoin de faire 3 PR et puis de merger la première PR et puis de seulement après pouvoir déclencher la deuxième, machin, etc., etc. J'ai pas cette orchestration-là et cette mécanique là à avoir quand je suis en mode monorepo, quoi. C'est vrai que du coup, on n'avait pas précisé ce qu'on appelait monorepo. Ça peut paraître assez évident, mais je pense que beaucoup de gens ont en tête monorepo, c'est vraiment on met vraiment tout ce qui a trait de la boîte dans un repo, que ce soit le code de développement, le code d'infra, voire même la doc et tout ce qui s'ensuit. Et là, au final, on voit que quand on en parle, on parle plus de monorepo, on va dire scopé, à des équipes ou en tout cas à des parties de la boîte. Et auquel cas, oui, c'est déjà plus simple à gérer. Moi, pour le coup, on parlait de Terraform. Clairement, Terraform, dans beaucoup de cas, c'est plus simple en monorepo. Après, je vois, bon, typiquement, nous, on a un cas un peu, je dirais pas particulier, mais du coup, on a multiples clients sur lesquels on veut que les gens ils aient l'autonomie de code. Donc, on veut que si un client veut nous faire une PR, il puisse le faire. On peut pas faire un monorepo parce que du coup, le client, il aurait accès à tous les autres clients, ce qui serait un petit peu problématique. Donc, au final, on fait une couche, on va dire, d'abstraction avec des modules qu'on va appeler dans nos repos. Mais clairement, si demain on était en tout cas sur des projets notamment internes, on a tendance à plus regrouper, on va dire, le code pour en faire du monorepo parce que c'est plus simple. Je prends un exemple. On a un gros monorepo, non un un monorepo assez conséquent en Terraform qui globalement s'occupe des accès. Donc du coup, tout ce qui va être accès SSO pour les clients et pour nous. Donc il va créer des comptes dans le SSO, il va potentiellement rajouter des tags et dans des groupes pour gérer les ACL du coup sur les différents softs où on a de SSO de configurer. Il va pré-créer des groupes, il va pré-créer un tas de choses. Et ça, typiquement, c'est un gros monorepo dans lequel on a tous les outils qui sont utilisés donc, par les clients et par nous pour créer tout automatiquement. Et ça, je me dis qu'en multi-repo, ça aurait été un enfer parce qu'on aurait dû dupliquer des choses, on aurait dû récupérer à chaque fois, comme Mathieu le disait, de la donnée, on aurait dû refaire des tests à chaque fois. En plus, je me dis niveau CI, parce que par défaut, on teste que certains groupes ne soient pas imbriqués dans d'autres ou des choses comme ça pour que ça reste propre, on va dire, on a notre règle de bonne pratique. Et je me dis que ouais, ça c'est le genre de cas où le faire en multi-repo, c'est une horreur quoi pour le coup. Et à contrario, est-ce que vous avez eu des cas inverses, des cas où vous êtes dit, le monorepo, tiens, peut-être plutôt toi du coup, Maxence, est-ce que tu as déjà eu des cas où tu dis, le monorepo, là, c'était bien sur le papier, dans le principe, un peu moins ouf, quoi. Et globalement, quand tu commences à mélanger des langages qui, alors, sauf si tu décides que tu ne lis rien dans ton monorepo et donc en fait ton monorepo c'est juste tous tes repos rassemblés, mais que rien ne te partage quelque chose. Et à ce moment-là, t'as pas de problème. Mais dès que tu veux commencer à partager des choses et que tu commences à faire du multilangage, ça commence à vite devenir compliqué parce que typiquement l'environnement de Node vient avec pas mal de tooling pour gérer du monorepo. Je pense à TurboRepo, Lerna, etc. qui gèrent ça plutôt très bien. En tout cas, qui propose une approche très intéressante. Et à côté de ça, si tu prends du Go ou du Rust, c'est un peu plus raw, quoi. Et t'as des choses aussi qui permettent de le gérer, mais quand tu veux mélanger les deux, en fait, tu te retrouves avec un projet qui est full Go, full backend, mais il y a un package.json, par exemple, pour pouvoir gérer l'intégration dans TurboRepo, etc. Et ça peut être un peu bizarre et ça rend les CI aussi potentiellement un petit peu plus compliqué parce que tu as tout de suite une gestion des dépendances qui doit être très bien faite parce que la première chose que va faire ta CI, c'est calculer le graphe de qu'est-ce qui a été modifié et de toutes les dépendances.
Ce qui pour moi est à la fois un défaut et un avantage. Le gros défaut, c'est que ça devient vite très lent comme étape. Mais d'un autre côté, tu sais que voilà, tu as modifié la lib Toto, et tu sais que tous les tests, tous les projets qui sont impactés par les modifications de cette lib, ils sont rejoués quoi. Et ça, c'est quand même sacrément agréable. Et après, il y a quand même une fois où on avait un monorepo en Rails. Enfin, c'était pas un monorepo, c'était un repo normal qui est devenu un monorepo avec une application Rails qui commençait à se faire découper, etc. Et là, justement, il y avait du mélange de langage à pleine balle entre Rails, Go, un peu de Node, etc. Et là, c'est devenu un enfer sur Terre, en fait, le monorepo. Et le monorepo, si tu investis pas du temps et du tooling, ça devient vite un enfer et tu t'en sors plus. Et donc, la décision avait été prise de se sortir du monorepo pour reprendre une vie correcte et potentiellement de revenir à un autre monorepo plus tard, mais en se laissant du temps de refaire les choses choses bien dans le temps, quoi. Je vais rajouter un truc parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, Maxence. Tu as dit quand c'est bien fait, etc. Et tu l'as dit en début du podcast aussi. Monorepo, multi-repo, quand c'est bien fait. Je sais plus comment tu avais dit ça. Ouais, ça marche. Parce qu'en fait, on avait fait un podcast sur les microservices. Et c'est un peu pareil. La discussion ça me fait un peu penser à ça, monolithe versus microservice. Et finalement, on peut dire oui, du microservice bien fait, c'est bien. Monolithe bien fait, c'est bien. Mais qui fait bien? Est-ce qu'on est dans une industrie où les gens font les fausses bien? Je sais pas. Et en fait, c'est ça pour moi la grosse contrainte aussi du monorepo. C'est que très rapidement, et ça pour le coup j'ai des exemples réels, on a des monorepos qui n'ont peut-être pas le calcul de graphe de dépendance dont a parlé Maxence, donc qui rebuild et relancent les tests par exemple de l'entièreté de l'application à chaque commit, qui peuvent tourner seulement avec 50 runners GitLab, 32 Go de RAM, CCPU, un job par runner, avec des tests split x30 pour essayer de paralléliser un peu via des outils plus ou moins bien faits, voilà, avec des CI très lentes, un scaling compliqué, donc ouais, de la CI/CD, des temps de test qui s'allongent, du tooling, peut-être un manque d'investissement sur le tooling. Et pour moi, c'est ça en fait le gros risque du monorepo. On parlait un peu de Terraform avant, mais je présume que si on fait un monorepo avec des dizaines de milliers de ressources Terraform, on ne veut pas faire Terraform plan à chaque commit de l'entièreté du repo. De la même manière que dans le code, si on a un monorepo avec 3 millions de lignes de code et je sais pas 30, 40, 100, 200 sous-projets, on veut pas qu'un commit rebuild l'entièreté des projets, retrigger peut-être le rollout de l'entièreté des projets, etc., etc. Et c'est là en fait où je mets où moi je manque d'expérience, je vais être honnête, notamment sur la partie code, parce que j'ai énormément d'exemples de monorepo où c'est parti en vrille complet sur la partie CI/CD. Je pense que le Bah, vrai problème, c'est pas. Excuse-moi, je dis juste un truc. D'expérience, je pense que le vrai problème quand j'ai vu les monorepos comme ça, c'est pas tant on va dire le code ou ce qui est fait techniquement vraiment en soi. C'est vraiment quand tu commences à agrandir le monorepo au-delà de ton équipe et tu mets d'autres équipes et tout, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un une équipe qui va commencer à faire autrement et que ça va impacter le reste et ça va un peu casser ton système de dépendance ou autre. Et c'est très dur, je trouve, on va dire, au-delà de communiquer dessus, parce que communiquer, c'est une chose, hein, on le sait tous, qu'il y a des équipes ou des devs et des choses comme ça, on a beau des fois communiquer autant qu'on voudrait, la vraie question, c'est de faire comprendre et de faire passer l'importance de bien faire les choses, en tout cas de suivre un modèle, d'être d'accord avec. Pas forcément de le fermer, dans le sens où c'est important que les équipes, si tu as un monorepo avec, je sais pas, 3 équipes de dev qui ont leur code Go dedans, je pense que c'est important que chaque équipe puisse dire, bah ça, moi, ça me va pas, ou ça, on pourrait fermer, ils peuvent se challenger. Mais c'est dur je trouve, de garder de manière pérenne un écosystème, on va dire, où chaque équipe est capable de se dire, bon, bah c'est comme ça m'arrange pas, on en rediscutera avec les autres équipes, mais pour l'instant, je suis le moule. Et j'ai l'impression que c'est souvent ça qui, du coup, va impacter, on va dire, tes graphes de performance ou autre. pour moi, tu vas pas avoir de différence en termes de quantité de travail entre un monorepo et des polyrepos, enfin, du multirepo. Ça va être globalement la même. La seule grosse différence, c'est que désolé, le monorepo va te forcer à ce que tout le monde soit d'accord avec son fonctionnement. Parce qu'une fois que le fonctionnement est posé, tu ne bougeras plus aussi facilement.
Ne serait-ce que changer le tool qui gère tout le monorepo, ça devient un enfer en fait. C'est presque impossible de changer, tellement il y a des choses liées à ça. Alors qu'en polyrepo, on va plutôt avoir la logique de dire, bah non, chaque repo est solo et chaque repo va pouvoir faire sa petite update dans son coin, tu vois, et vivre sa vie tranquillement dans son coin. C'est un choix. Après, il y a des choses où, enfin, je pense qu'on l'a tous connu, tu fais du Node ou du Go, t'as des libs partagés, typiquement dans un monorepo, bah ta lib partagée elle passe en Go 1.23, alors que tout le reste est en Go 1.22. Bah instantanément, tous tes projets doivent passer en Go 1.23 parce que tout est lié. Donc tu peux pas avoir plusieurs versions en parallèle. Et ça fait partie des gros défauts, tu vois, du monorepo. T'as des techniques pour passer outre, mais à ce moment-là, tu ne deviens plus un monorepo, c'est juste un assemblage de plusieurs repos au même endroit, mais plus rien n'est partagé, quoi. Et t'as le même problème en Node, t'as le même problème dans tous les langages, c'est dès que t'as des dépendances partagées, bah en fait ça te force à upgrade tout le monorepo d'un seul coup, et pas seulement un bout, quoi. Mais c'est bien ça, c'est pas un inconvénient pour moi. C'est un avantage. Oui et non, Ah, ça je... dépend des moments. Bah, enfin, moi, je vois actuellement, j'ai 220 services en prod. Je peux te dire que quand il faut release la nouvelle version d'Alpine, ou la nouvelle version de la LibGo avec un petit breaking change à la con, et passer partout. Alors oui, Renovabot, oui, machin, etc., je veux bien, mais en réalité, c'est vite limité. Et bah, c'est une souffrance. C'est une vraie souffrance, hein. Donc en fait, moi, c'est l'intérêt du monorepo, c'est vraiment ça en fait. C'est ça casse, ben, ça casse et on peut pas aller plus loin tant qu'on n'a pas réparé chez tout le monde. Notamment sur un breaking change de Lib, par exemple. Et moi j'ai discuté avec des gens qui géraient des gros monorepos, etc. Récemment, et qui me disaient, bah eux ce qu'ils faisaient, c'est que quand il y avait un mainteneur d'une Lib interne, hein, de l'écosystème interne, faisait un breaking change, et ben c'était à lui, dans le monorepo, d'aller fixer son breaking change ailleurs, déjà, parce qu'on peut se dire déjà pourquoi il y a un breaking change, mais c'était aussi son job en fait que ça compile et que ça passe ensuite chez tout le monde. Je crois que vous pouvez voir, par exemple, je crois qu'il y a un article de Monzo qui est sorti sur le sujet, que je pourrais essayer de retrouver. Monzo qui est une fintech, voilà, qui est un gros monorepo en Go. Et ça, c'est des choses intéressantes, assez intéressantes. Et moi, c'est vraiment l'intérêt que je vois. C'est vraiment un énorme avantage que je vois dans le monorepo. Le microservice plus multi-repo, je commence à me dire maintenant que c'est une boulette. C'est sûr que tu vas garder une cohérence, quoi, mais je pense qu'il y a des moments, ouais, où ça va te faire chier parce que ça va te forcer à tout update et bah ouais, si je sais pas comment ça se passe du coup, j'ai pas eu de cas où t'as, imaginons une version, une update de version qui est super importante pour une équipe A, qui en a besoin pour telle date globalement, et les autres équipes elles sont déjà prises, elles peuvent pas trop le faire. Est-ce que tu essaies de t'arranger intelligemment pour que les autres équipes elles aident elles aident un petit peu quand même à la migration et que l'équipe A aide aussi? Et ça te crée une dépense quand même qui est assez forte entre les équipes. Donc, je pense que tu dois gérer aussi, tu dois avoir une personne globalement, ou en tout cas des personnes qui gèrent aussi de manière transverse les besoins, quoi. Ça te crée deux strates en fait. Tu as la strate d'équipe et tu as la strate globale où bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec il faut que les choses soient challengeables. Ça t'oblige à te créer une équipe transverse par rapport au monorepo, je pense. Ouais, bah, tu l'as déjà ton équipe, enfin souvent quand ça grossit, tu l'as déjà ton équipe, dans tous les cas, parce que une équipe qui s'appelle Core, ou je ne sais quel autre nom qu'on peut lui donner, qui s'occupe de faire un peu tous les trucs ingrats, du type une surcouche à la lib pour parler à Kafka, la surcouche de la lib SDK, machin, le truc, enfin voilà, donc t'as souvent cette équipe-là qui existe déjà et qui sert à faire des abstractions et à délivrer, on va dire, à affiner, à donner des trucs plus affinés aux besoins. Après, pour moi, là où ça devient pas un problème, mais plus chiant, c'est par exemple, t'as des services qu'une fois que tu les as codés, t'as plus besoin d'y toucher pendant très longtemps parce qu'en fait, leur scope n'a pas bougé. Et quand t'es en polyrepo, par exemple, bah, ton service, il bouge pas. C'est-à-dire qu'il sera jamais rebuild parce qu'il y a jamais un commit qui va se faire. Et peut-être que pendant un an, il y aura jamais un seul commit dessus parce que, bah, il y a rien qui a bougé. Bon, Modulo, normalement, les fixes de sécurité, etc. Mais bon, disons qu'il n'y a pas eu de fixe de sécurité, c'est une année parfaite. C'est une année blanche, personne n'a trouvé de faille dans quoi que ce soit. Dans le cas où tu es dans un monorepo, bah en fait, ton service, il faut qu'il continue à évoluer, qu'il continue à bouger, etc. Parce que bah tu casses, enfin, quelqu'un me fait un breaking change dans les libs partagés, bim, tu te retrouves à devoir upgrade ton service, etc. Et c'est ça que souvent les gens aiment pas dans le monorepo, c'est que
tu deviens forcé de toucher à des choses qui, dans l'idée, ne devraient plus bouger. Tout du moins, très très peu bouger. Et donc, tu peux créer potentiellement de l'instabilité dans quelque chose qui est, par définition, stable, qui bouge plus. Après, la réponse est souvent, bah, si c'est testé, il n'y a pas de problème. Mais bon, on peut Ouais, parler des tests alors, un autre jour. on fera un podcast sur les tests. Mais par contre, c'est vrai ce que tu dis, Maxence, mais par contre, ok, en multi-repo, on peut ignorer un service qui n'a pas été touché depuis un an, etc., modulo, faille de sécurité ou autre, jusqu'au jour où tu dois recommit dedans, et que tu as un an d'historique, et là, tout le monde pleure du sang. Donc en fait, je pense que c'est aussi une bonne idée. Enfin, moi, je reste un peu sur ce que je disais avant, où j'aime bien que les gens suivent les derniers standards. Les derniers, voilà, mettons, je fais de l'OpenTelemetry, bon, je change, j'ai un semconv interne, je change le nom de certains attributs. Bah, si tout le monde ne suit pas, c'est pénible. Si je change des métriques, pareil. Si je change, enfin, même des bugs fixes, enfin, ça, c'est des choses que je vois vraiment au quotidien, des lignes internes qui évoluent. C'est très dur de backport en multi-repo, c'est très 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 dur de faire suivre les gens, euh, notamment en microservices. Et je pense que le monorepo, c'est une super réponse à ça. Mais c'est pas, en Mais fait, c'est c'est même sûr. pas le premier réflexe par contre des gens. Souvent, les gens vont partir en multi-repo. Mais je La pense qu'il y a question, plus de gains la question, en repo si c'est bien fait, quoi. Build bien scopé, graphe, de dépendance, etc., etc. L'erreur en monorepo, c'est de se dire, non, j'ai pas besoin d'un tool. Go va le faire tout seul. Non, c'est faux. Ouais, non, faut Go, pas, ouais. il va savoir faire plein de choses, mais ta CI, quand tu vas te retrouver avec pas beaucoup, hein, ne serait-ce qu'une dizaine de microservices ou de services, appelez-les comme vous voulez, nanoservices, lambda, peu importe, une quinzaine de projets différents, ça va déjà devenir un enfer parce que quand tu vas devoir lancer, si à chaque CI tu dois relancer tous les tests, toute la CI complète, etc., en fait ça devient un enfer impossible et invivable. Et il existe plein de tools pour gérer ton monorepo. Les langages sont plus ou moins fournis. Après, c'est un investissement. La différence, c'est que tu le payes tout de suite. L'investissement, tu dois le faire dès le début. Tu dois passer du temps pour tout ce tuning, pour préparer ta CI, pour qu'elle soit un minimum carré pour la suite, etc. Penser à avoir ton graphe, etc., 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 etc. Là où on poly, bah, tu peux le faire plus tard. Le plus tard n'arrivera jamais, hein, on est d'accord. Mais dans l'idée, tu peux le faire plus tard. Et après, quand tu commences à avoir des dépendances entre les projets, enfin, typiquement, euh, ton Golang CI-lint, tu as un fichier qui permet de savoir tes règles par défaut de ligne, quelles sont les lignes interactivées, machin, etc. Bah, quand tu vas avoir un truc partagé entre tes différents repositories, bah, en monorepo, c'est facile, parce que tu le fous à la racine, tout le monde le récupère de la racine et c'est fini. Quand tu es en polyrepo, bah, ça devient un peu plus compliqué tout de suite. Et c'est plein de petits détails comme ça où, pour moi, tu es extrêmement gagnant sur le côté monorepo. Après, t'es perdant sur autre chose, hein. Faut passer du temps au début à config ton tool, et à essayer de pas te tromper de tool. Tu te tromperas de tool. Parce que tes besoins évoluent, mais c'est la vie. je pense que c'est moins évident en fait à appréhender le monorepo, surtout pour un développeur qui est pas expérimenté quoi. Et c'est beaucoup plus casse-gueule au début. Je pense que quand on commence à être à l'aise avec le code, on a tendance à préférer avoir un monorepo, au moins on va dire par gros scope, des choses qui sont un peu plus pas monolithiques, mais en tout cas un peu plus compactes. Mais je pense vraiment que c'est une autre, moi, c'est une manière de faire qui demande, comme tu disais, beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de connaissances et peut-être de vision aussi. En vrai, le repo split, demain, tu as fait de la merde dans un repo, tu peux relativement facilement refactorer le repo et changer le tool et passer dessus. Sur un monorepo, ouais, t'as une inertie qui est beaucoup plus violente là-dessus et qui laisse un peu moins le droit à l'erreur. Et puis, il faut aussi accepter, et ça, bon, ça peut être frustrant quand on n'a pas l'habitude, je pense, c'est de te prendre des petites claques tous les jours, quoi. Le monorepo, tu te prends des petites claques tous les jours, comme on disait, à devoir refacto un truc, il y a un vieux service, même s'il ne te sert pas, bah, qui doit rebuild pour une raison X ou Y. Donc tu te prends des claques tous les jours plutôt que de te prendre un gros coup de pain dans la gueule tous les 2 ans parce que tu dois refacto un gros truc et tu te rends compte que tu dois quasiment recoder, redev le machin. Mais c'est une question de vision et ouais, moi avec le temps, j'avoue qu'au début, j'aimais pas du tout le monorepo. J'étais en mode non, c'est à chier.
Puis j'ai fait deux trois boîtes, que ce soit pour du repo de code, c'était du Go, ou que ce soit pour du repo d'infrastructure avec du Terraform et des choses comme ça. Et puis j'ai eu deux trois exemples où ça s'est bien passé avec des gens qui connaissaient comment faire du monorepo. Et quand j'ai vu les gens-là faire les choses, construire les choses, je me suis dit, ah oui, si on essaye de faire quelque chose, comme tu disais, de cohérent avec les bons outils, bah, ça a un sens et c'est efficace, c'est pas juste de la souffrance. Après, il y a Mais ça, des c'est... langages qui ont clairement un avantage, hein. Tu Oui, prends ça, oui. Node, l'univers JS en général est 20 fois mieux outillé pour faire du monorepo que n'importe quel autre langage que j'ai pu voir aujourd'hui. Il y a zéro débat sur ça. Il y a une nouvelle lib de gestion de monorepo qui sort par semaine en Node, mais comme pour tout le reste. Mais Turbo Repo apporte plein de choses. NX que j'ai découvert récemment dans un autre podcast, pareil, a l'air d'être hyper puissant. Donc Node est clairement un no-brainer si tu veux commencer un monorepo. C'est certainement le plus gros no-brainer, ne serait-ce que pour le front, tu vois. Tu peux avoir plein de petites applications qui ont un scope spécifique et tout est assemblé après dans une seule grosse app. Comme ça, t'as pas de conflit de ouf entre tes équipes qui peuvent bosser sur ton monorepo, quoi. Mais Ouais. après, ça demande, on l'a dit, on l'a répété, hein, mais ça demande du travail et d'être consciencieux quand on fait des choses, quoi. Ça dépend aussi pour moi vraiment de la vision qu'on a également sur le cycle de vie du code. Où moi, aujourd'hui, mon avis personnel, c'est j'aime en fait pouvoir passer facilement d'un projet à un autre et que le code soit, enfin, dans le même langage, hein, je parle bien sûr, par exemple deux projets Go, même s'ils ont été écrits à 2 ans d'intervalle, en fait, que le code soit similaire. Moi, ce que je vois sur notamment sur des projets en microservices sur plusieurs années, c'est que je vous jure que je prends un projet, en lisant son code, je sais quand il a été écrit. La structure, comment c'est organisé. Je peux dire, ça c'est le code du template génération 1 ou moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fonction, voilà. Parce que voilà, en fait, chaque projet drift un peu par rapport à celui d'avant, qui drift un peu, qui drift un peu. Et sur X années, en fait, les projets n'ont même plus rien à voir, même les projets toujours actifs, en fait, continuent de dériver, parce ils ne partagent rien en multirepo. Ils ne partagent rien, enfin, sauf des libs généralement, mais même les libs, si elles sont pas, enfin, c'est des libs, donc des fois, il y a des gens qui vont les utiliser, pas les utiliser. Enfin, il y a un gros manque de cohérence qui apparaît, on va dire, avec le temps. Et ça, c'est un truc où je me dis que le monorepo, plus des libs de très haut niveau, Maxence parlait de Team Core, plateforme, pour maintenir un set de libs standard, ça, c'est un truc dans lequel je commence à vraiment croire pour que les gens, moi inclus, parce que je suis aussi du dev, puissent vraiment se focus sur le métier et pas tout sur le boilerplate, pas sur le boilerplate, pas sur les libs, pas sur voilà, je veux un consumer Kafka, bah en fait j'ai une ligne à ajouter, j'ai un import à faire, j'ai pas 20 euh, 100 lignes à écrire, je veux taper un endpoint d'un autre service, je sais pas, j'ai un contrat, boum, j'ai le client qui est autogénéré via le contrat. Enfin, en fait, j'ai pas à réfléchir en fait à des trucs qui devraient être là et marcher. Et je pense que cette approche, enfin, je commence à me dire que cette approche est plus simple à faire en fait en monorepo, avoir ce corps de lib ensemble, vraiment groupé avec tout le reste qui suit, etc. Et que les services aient une grosse standardisation et que les gens puissent facilement passer d'un service à l'autre parce que vraiment le corps est le même. Ça, j'y crois beaucoup. Ouais, bon, ça demande aussi, pour le coup, enfin, d'en arriver à avoir un corps partagé, etc. Ça demande un gros investissement. Mais typiquement, en Go, il y a combien de boîtes que j'ai vues où, alors il y a le premier service qui tourne avec NetHTTP, puis le service d'après qui tourne avec un autre truc, un autre serveur HTTP, puis qui est pas compatible, et puis Jean, Echo, c'est voilà. ça, et puis après derrière tu te dis, t'as quelqu'un qui arrive, qui a créé un nouveau middleware qu'il faut que tout le monde implémente. Ah bah ouais, mais vu que tout le monde n'utilise pas NetHTTP, tu peux pas. Ah bah super les gars, c'est pas- je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas possible en fait, c'est pas possible de bosser efficacement et de se partager les choses si t'as pas une base de règles communes. Et je suis complètement d'accord sur le fait que le monorepo permet de clairement enforce ces règles-là, parce que c'est là en fait, tout est déjà à ta dispo et t'as aucun travail supplémentaire pour aller chercher une lib en plus, tu vois. Ni pour publier une lib. Moi, ce que je vois souvent, c'est que quand t'es en polyrepo, des fois, les gens se disent, ah, ce truc-là, je suis sûr que ça serait utile à d'autres personnes, mais flemme de faire une paire pour le repo de lib, donc je fais juste un petit slash lib, hop, à la racine, je fais un petit slash lib, comme ça c'est dans mon repo, puis si quelqu'un le veut, il va chercher directement dans mon repo ma petite lib, etc. Et là, toutes les conventions de la boîte, tout,
les bonnes pratiques, etc. Tu viens de tout mettre un gros caca dessus et tu viens de dire, ah voilà, moi je fais ce que je veux, et puis en fait on partage plus de code, et puis tous les projets, comme tu disais Mathieu, vivent leur vie tout seul dans leur coin, sans rien se partager. Ouais, et voire pire, les gens ont réimplémenté 15 fois la même chose dans chaque projet. Et le maintiennent 15 fois, du coup. C'est Ça, c'est ça, pratique aussi. been there, done that, hein. Je veux dire, je l'ai vu dans le passé, enfin même maintenant, c'est un classique. Après, j'allais dire, t'as les guides submodules, hein, le truc que tout le monde utilise et que tout le monde adore, hein. Oui, on adore tous, on est On tous n'est fans des pas un submodules. seul. On était ironique, je pense, hein. Ouais. Moi, la dernière fois que j'en ai vu un, j'ai fait des cauchemars. Par contre, du coup, il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui moi, peut-être, je vois un peu ça comme une imitation, et j'en ai déjà un peu parlé pour le coup, peut-être. Ouais, si on agrandit, oui. C'est que le monorepo, bah, ça centralise aussi la gestion de tes accès. Donc, si jamais tu veux un peu filtrer un peu plus précisément les accès, ou en tout cas avoir des niveaux de droit différents, bah, c'est tout de suite un peu plus limité. Je prends l'exemple, si tu veux, pour une raison X ou Y, un microservice ou un service, on s'en fout. T'es que les gens de l'équipe du microservice qui puissent le gérer et mais accepter les MR et tout, bah, ça, pour le coup, t'es un peu emmerdé, je trouve. Je sais Ça passe. pas. En fait, tu peux mettre un fichier code owner, par exemple, sur GitLab, et avoir des règles d'approval spécifiques, je crois, par sous-dossier. Je passe Maxence, si tu peux, si tu confirmes, si tu regardes un peu code owner, je crois que Ça c'est un pareil sur standard GitHub, code hein. owner. Ouais, Ouais, c'est pareil sur GitLab. GitHub et Ouais. GitLab, on va Euh, parler sur je, ça. je crois que tu peux faire vraiment un truc avec des approvals En par fait, folder. c'est pas spécialement des approvals, mais tu Je sais dis plus comment ça marche. qui Ouais. doit être le reviewer Ouais, de cette voilà, le quelle reviewer, équipe c'est ça, et ou quelle ça match personne. après, mais ça doit être intégré par le système, bien sûr. Totalement. Après, on va dire, Thomas, à part dans ton cas spécifique ou dans ta boîte, avoir un monorepo avec tous vos clients, ça n'aurait pas de sens. Mais moi, j'arrive quelque part où on me dit, ah ouais, non, mais ce projet-là, personne ne doit y accéder, c'est secret défense, etc. Tu peux être sûr que je vais dépenser une énergie folle pour y avoir accès, hein. Parce que juste, ça, enfin, pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens de dire, non, ce projet, il est caché, il n'y a pas accès. Enfin, Ah, si, pourquoi? il y a deux choses. Il y a, première chose, on peut imaginer, et ça, j'avoue que c'est moins bloquant. C'est juste une question de confort. Ça peut être pratique quand t'es un nouveau dans une équipe de pas tout lui ouvrir potentiellement dans la gueule dès le début. Et ça, c'est une question de vision. Certains préfèrent, oui, je sais que certains préfèrent avoir tout dans la gueule et pouvoir chercher, fouiller un peu et tout ça, et comprendre comment c'est fait. D'autres préfèrent justement avoir un scope minimum et déjà découvrir avec. Ça, c'est très choix personnel, hein. Après, moi, la question, c'est plus, je me rends pas compte en fait du scope de code owner. J'en ai vu rapidement, mais je sais pas jusqu'où ça va honnêtement. Mais c'est dans le sens où bah déjà ça oui bon après il y a des trucs où dans tous les cas tu es dépendant du workflow donc faut que tout le monde soit d'accord. Mais il faut du coup il faut ben, si jamais tu veux que bon là on a dit pour les reviews mais qui a le droit par exemple de merge ou des choses comme ça ou potentiellement de force push s'il y a besoin de refaire des changements d'historique. Bah, c'est un peu plus chiant, je trouve, de devoir gérer sur tout le monde, mais d'un autre côté, pour être honnête, 99% du temps où j'ai vu du multi-repo, bah, les gens ils mettent un groupe dev et il y a tout le monde dedans qui a les mêmes droits, donc oui, Ouais, je fais mon argument et mon contre-argument en même temps. C'est une nouvelle solution. Je vais faire bientôt un podcast où je débat avec moi-même pendant 2 heures et puis à la fin je perds. Non mais tu peux scope en tout cas sur GitLab l'approval par directory, etc. Donc par exemple tu commit, tu peux dire ce sous-dossier c'est tel team seulement qui doit approve la merge request avant que tu puisses la merge. Et un autre sous-dossier ça serait une autre, par exemple. Après le force push, enfin, chez nous les branches sont protégées, les branches principales, donc faut vraiment être admin du truc pour. Enfin, il y a toujours un moyen d'échapper en réalité, hein. Il y a toujours quelqu'un un jour qui peut avoir. Il y a toujours une porte de sortie, mais il faut juste qu'elle soit contrôlée, quoi. Mais c'est pas ce qu'on veut, bien sûr. Donc il faut prévoir les systèmes pour faire du rollback ou des choses comme ça, enfin de manière assez classique, hein, même sur du multi-repo. Mais c'est. Moi, ce qui me fait vraiment peur, hein, je reboucle un peu là-dessus, c'est plus la CI/CD en fait. Notamment sur des langages en effet qui n'ont pas l'outillage. Ça peut vite partir en vrille hein, et vite partir dans je rebuild tout. C'est vrai. La partie code owner, review, etc., c'est plus celle qui me ferait peur aujourd'hui parce que l'outillage a l'air d'être là. Je suis pas un expert hein, de code owner, mais je l'ai vu un peu en fonctionnement. Ça a l'air de marcher.
Par contre, voilà, moi j'ai énormément d'horror stories sur les monorepos, voire des gens qui arrivaient plus à travailler en local sur le monorepo. Le monorepo est tellement dégueu que les gens peuvent plus lancer les tests en local. Ils peuvent plus ouvrir le truc. Où les gens commencent à créer des environnements distants, avec de l'outillage dédié, etc., pour travailler sur le code. En fait, c'est plus ces problèmes-là à grosse scale que qu'on n'a pas vraiment qui me font peur, plus que la partie review, etc. J'ai pas assez de retours sur ça pour être honnête pour me donner mon avis. C'est un peu peut-être une crainte Ouais, infondée, mais c'est c'est des c'est- retours que j'ai, quoi. c'est comme toi aussi, pour lancer les tests, tu dois te mettre à la racine de ton monorepo et lancer tous les tests de tous les projets. Ouais, voilà, Bah, non. En fait, le truc, c'est que ta CI et ton local env deviennent la même chose, c'est-à-dire que il te faut un rag dans tous les cas, en fait, pour définir, ok, il y a que ce truc-là qui change, je me lance que ça, en fait, et je veux pas tout le reste. Et tout le reste est 100% en cache et il te dit c'est ok. Et par contre, tu modifies une lib, bah là, il te recalcule le graphe complet. Pour moi, tu n'as pas le choix que de passer par ce genre de choses-là pour faire ça, en fait. Parce que sinon, t'es mort. En fait, par défaut, t'es mort. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par ça. Et c'est C'est pour pour ça. ça que ça ne marche pas à la fin. Ouais, c'est. On Parce que revient, on revient à ce qu'on disait, c'est toujours si bien fait. En réalité, les 80% du temps, que ce soit le monorepo ou le multirepo, c'est pas très bien fait. Ouais, pour la Oui, petite oui. anecdote, nous en multi-repo, j'ai écrit un tool qui est une sorte de linter, hein, ça ressemble beaucoup, mais qui est pas capable de cloner tous les multi-repos de tous les projets, d'appliquer les règles dessus, donc des règles de version de lib, des règles de version d'Alpine, des règles de code, hein. Enfin, les gens peuvent définir des règles sur toutes sortes de choses, vraiment avec à base de est-ce que même des trucs assez simples, est-ce que le fichier existe, etc., ou pas, etc., etc. Et ça reporte tous les résultats des checks en métrique Prometheus. Et ça permet d'avoir comme des scorecards par service en fait. C'est-à-dire voir vraiment identifier par service, par team, etc. qui est en retard sur des mises à jour. Donc on peut suivre en fait de manière globale un peu l'implémentation de gros projets transverses, en rajoutant une règle dans ce bordel-là et en suivant ensuite la métrique de manière précise, l'évolution au cours du temps, jusqu'à atteindre 100%. Euh, mais voilà, pareil, du développement maison pour du multi-repo, pour une problématique précise, ce qui m'a pris du temps. Et c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils en fait, même en multi-repo. Renovabot, c'est pas assez. Hein. Renovate et des trucs comme ça, tous les trucs de auto, c'est pas du tout assez pour faire du suivi. Euh, mais. Et donc c'est pour ça en fait, on dit en monorepo, il faut que ce soit bien fait, ça met du temps, etc. Mais en multi-repo, je vous assure que les gens développent aussi toutes sortes de solutions internes pour faire le suivi des repos et tenter de régler les problèmes causés par le multi-repo, notamment les upgrades et les suivis de voilà de montée de lib ou de breaking change quand c'est généralisé à tous les repos. Est-ce qu'un de vous a des choses à rajouter sur le monorepo? Moi, j'aime le monorepo. Et je l'aimerais potentiellement toute ma vie. Mais peut-être que dans 2 ans, je dirai l'inverse. Ouais, c'est ça. Il faudra Voilà, mettre j'ai fusil quand même, d'épaule. avec les échanges, j'ai quand même l'impression qu'on est plus d'avis que le monorepo est plus adapté Ah, dans beaucoup de cas, même s'il est plus exigeant. bah Le moi, ce problème, qui me c'est qu'il manque, est c'est une vraie exigeant. expérience. Moi, c'est ça qui me manque. Moi, c'est une vraie expérience at scale sur le monorepo. Donc là, moi, je parle plus de mes souffrances sur le multi-repo, qui sont réelles, que ce soit pour le code ou pour l'infra, qui me font entrevoir les bénéfices potentiels du monorepo. Et j'aimerais bien pouvoir aller plus loin sur le sujet, mais j'ai pas aujourd'hui, voilà, je peux pas dire. Ah si, j'ai des retours de gens que je connais, j'ai déjà travaillé sur des gros repos, voilà, qui commencent à s'approcher de monorepo dans certains cas, etc., etc. J'ai un peu des retours du terrain quand même, mais pas assez pour trancher définitivement. Il faut que j'adorerais travailler sur un gros projet monorepo dans une grosse boîte qui fait du monorepo, voir comment ça se passe, quoi. Donc d'ailleurs, si des gens écoutent ce podcast et ont cette expérience-là, bah, n'hésitez pas à commenter hein, dans un sens ou dans l'autre. Mais moi, je serais vraiment preneur de retours de très gros monorepos comme ça. Comment vous travaillez, quels outils vous utilisez, quel langage, quel stack. C'est un truc qui manque à beaucoup, je trouve. Des retours de site.
Bah du coup, oui, je pense que on a fait un peu pas mal le tour du sujet. On a fait le tour du repo, comme qui dirait. Mais c'est vrai qu'on on dit avoir des retours d'expérience sur du monorepo, mais c'est vrai qu'au final, le multi-repo at scale, on n'a pas forcément beaucoup de retours positifs au final. Ça marche aussi, hein. Enfin, des Ouais, fois, mais bah, il n'y a pas un des deux modèles qui est, je pense, in fine, meilleur que l'autre. Les deux marchent. ouais, mais ce La que je veux question, dire, c'est ta philosophie que t'as derrière. ce que je disais, c'est que on n'a pas forcément nos retours. J'ai l'impression, c'est très possible. Moi, dès que j'entends parler de façon at scale de quelque chose, j'ai l'impression qu'on voit surtout les limitations des trucs. Et du coup, on voit peut-être un peu moins les bénéfices. Après, c'est peut-être un effet aussi psychologique, hein, comme qui dirait. On voit un peu ce qui nous frustre et ce qui nous emmerde au quotidien, moins ce qui marche, ce qui est assez logique. Et on est français, on aime bien se plaindre aussi, donc s'il y a un moyen de râler, on le fait aussi, bien sûr. Mais on est là pour râler aussi. On est là pour râler parce que râler, parfois, permet de forcer à améliorer les choses, ou en tout cas, de donner envie d'améliorer les choses. On a le Bon, droit de après, râler que si on propose aussi une solution. La solution n'a pas besoin d'être bonne, mais on vient avec une idée. Sinon, c'est D'accord. on ça. râle dans le vent, ça sert à rien. Après, si l'idée, hein, c'est de prendre les fichiers un par un et de les pousser dans un FTP, je pense que celle-ci, on peut quand même mettre un petit veto dessus, quoi. Alors, le FTP, j'accepte, mais surtout, Dropbox. pas un SFTP et pas un FTPS, hein. Un FTP tout court, pas de chiffrement, rien. Ouais, c'est ça. Puis Et, enlève le si password, c'est plus rapide, comme ça t'es sûr que... et si vous aimez faire du SFTP, venez dans le bancaire. Vous verrez, il n'y a que ça. Normal, c'est un protocole fiable. C'est fiable, ça marche bien. On aime bien. Heureusement qu'il y a FTP au-dessus d'S3 aujourd'hui. Bon, bah sur ces bonnes paroles hein, sur le SFTP, le FTP et tout ça, et toutes ces joyeuseries, on va vous laisser passer du coup une très bonne fin d'année, des très bonnes fêtes de fin d'année à vous, et merci de nous avoir écoutés. Puis on revient l'année prochaine. On a un épisode qui est déjà prévu pour janvier parce qu'on est des fois organisé, ça arrive. Et on pourrait même pas dire que c'est des bonnes résolutions, c'est triste, putain, j'aurais pas dû le dire. On aurait dû venir le 1er Moi, je janvier et laisserai pas dire, trop avancer parce que on ouais. sait jamais ce qui peut arriver. Bon après c'est moi au Avec nous, montage hein, donc si jamais il y a un souci c'est plutôt moi qui vais prendre entre guillemets. Bon ben en tout cas merci à vous, c'était bien sympa et on se retrouve à une prochaine fois. à bientôt! Salut.